Et encore une lecture spirituelle. Donc vous avez compris, lecture spirituelle, en fait, elle vous sert à intégrer les cycles du ciel, c'est-à-dire les horoscopes. Ça vous permet en fait de vous remettre en phase avec ce que vous avez profondément à comprendre. Donc là, en fait, pourquoi j'ai choisi La Révolution du silence de Jiddu Krishnamurti. D'abord parce que c'est un livre qui m'accompagne depuis de nombreuses années, et puis aussi parce que c'est un livre qui est essentiel justement pour comprendre en fait la différence d'accent des transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, qui ont donc radicalement changé de signe ou sont sur le point de le faire et qui donc nous installent dans un climat du monde complètement différent. Il faut savoir, j'aime beaucoup ce titre, hein, La Révolution du silence, parce que la révolution, si vous voulez, c'est un tintamarre, hein, c'est un énorme chaos, c'est quelque chose, si vous voulez, où justement on ne contrôle plus rien et où on a l'impression, si vous voulez, que tout part en tous sens. Révolution en astrologie, ça veut aussi dire retour au point de départ, donc ça c'est une chose très importante. Une révolution solaire, c'est le point, si vous voulez, où le soleil revient à sa position de départ pour un nouveau cycle. Or, tout nouveau cycle, par exemple celui de la nouvelle lune, commence par un point de silence, c'est-à-dire d'obscurité, j'allais dire un point qui n'est pas visible. Vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que les choses les plus profondes commencent par quelque chose qui est complètement invisible. Donc j'imagine que quand le titre « La Révolution du silence », je ne sais pas s'il est de Jiddu Krishnamurti ou pas, a été choisi, il y avait cette idée-là. Ça veut dire que profondément, si on veut commencer par faire quelque chose, si vous voulez, qui pose une différence phénoménale dans notre vie, on est obligé, en fait, comme la Lune qui se cache, de commencer par un point d'extrême intériorisation où on va préparer tous les événements. Alors, j'ai noté énormément de passages. J'aurais pu vous lire le livre, en fait, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça allait être un peu long. Donc j'ai noté un certain nombre de passages, donc je vais faire comme j'ai fait pour les autres, hein, c'est-à-dire que je vais vous les lire et les commenter. La méditation, donc je suis au chapitre 10. La méditation est un mouvement dans l'immobilité. Le silence de l'esprit caractérise l'action vraie. L'action engendrée par la pensée est une inaction, cause de désordre. Ce silence n'est pas un produit de la pensée ou simplement la cessation de son bavardage. L'immobilité de l'esprit n'est possible que lorsque le cerveau lui-même est tranquille. Les cellules du cerveau, qui ont été si longtemps entraînées à réagir, projeter, protéger, affirmer, ne sont au repos que par la vision de ce qui est en fait. À partir, le en fait est très important, il est en italique. Hein. Non, c'est pareil. À partir de ce silence, une action qui n'est pas cause de désordre n'est possible que lorsque l'observateur, le centre, l'expérience a pris fin. Car alors voir, c'est faire. Voir n'est possible qu'à partir du silence, où n'existe ni évaluation, ni valeur morale. Après, je vous lirai la suite qui est magnifique. Alors, le point en fait qui est très important, c'est que la méditation, si vous voulez, alors si on veut ramener ça, voyez, au changement de fréquence ou de tonalité des planètes transsaturniennes, c'est-à-dire que pour comprendre un changement profond qui soit dans nos vies ou à l'échelle de l'univers, on est obligé d'une certaine manière de faire un pas de retrait. C'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre en dehors, mais en dehors de quoi? Vous voyez, quand en fait on se dit « Ah, mais moi, en gros, je lâche ». Qu'est-ce qu'on lâche? C'est ça qui est très important. En fait, il faut lâcher ses préférences. C'est-à-dire qu'il faut lâcher ses préférences sur ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que quand Krishnamurti dit « Voir n'est possible qu'à partir d'un silence où n'existe ni évaluation ». Évaluation, c'est quoi? C'est « je ne préfère rien ». C'est-à-dire que soit je rencontre quelqu'un, soit je ne rencontre personne, soit j'obtiens ce job, soit je ne l'obtiens pas. Et c'est équivalent. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la méditation, c'est ce qui va vous permettre en fait, d'aborder la vie avec un regard équanime, c'est-à-dire un regard qui sait que d'une certaine manière, tout ce qui arrive est à la fois nécessaire et sera fructueux, même si ce n'est pas notre adhésion, même si ce n'est pas ce que nous préférons. Et en fait, si vous voulez, la méditation, comme il commence, est un mouvement dans l'immobilité. Ça veut dire qu'en fait, on accepte d'une certaine manière qu'il ne se passe plus rien. On accepte en fait que les événements finissent en non-événements de manière constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on sait que cette chose qui se passe, qui nous agrée, qui nous plaît infiniment, aboutira à quelque chose qui ne nous agréera plus et ne nous plaira plus. Pourquoi? Parce que ainsi va du yin et du yang. C'est-à-dire que les choses, de toute façon, passent leur temps
à se transformer. Donc la méditation, c'est le moment où on sait que tous les événements qui vont advenir, en fait, seront équivalents. Il continue, le silence de l'esprit caractérise l'action vraie. C'est-à-dire que ce n'est qu'au moment en fait, où on n'a plus de préférence qu'on peut opérer ce qui est à faire. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on agit, on agit en fait en vue d'un but. C'est-à-dire qu'on n'agit pas pour faire ce qui est à faire, on agit pour faire ce qu'on préfère. Et en fait, de ce fait, on n'écoute pas la balle que nous renvoie l'univers, en l'occurrence, ça serait Uranus, mais si vous voulez, en fait, on écoute notre désir propre, c'est-à-dire qu'on écoute ce qu'on voudrait dans une situation. Alors que l'action libérée de l'ego, c'est-à-dire l'action méditative réellement, c'est une action qui n'a pas besoin, en fait, d'une évaluation pour agir, c'est-à-dire qui n'a pas besoin, en fait, d'un seuil de préférence. Il continue, ni valeur morale. Donc je vous relis la phrase, voir n'est possible qu'à partir d'un silence où n'existe ni évaluation, donc ni jugement, on a compris, ni valeur morale. Ça veut dire que on ne se dit pas cette chose-là est mieux pour moi, est mieux pour tous. On se dit cette chose-là peut-être sera. Elle n'est ni mieux ni pire qu'une autre, elle est peut-être sera. Krishnamurti, il est à mi-chemin. En fait, Krishnamurti, comme vous le savez peut-être, a été formé par les théosophes. Il a été découvert donc, par Blavatsky, j'allais dire, et son équipe, Bailey, etc., aux alentours de la fin du 19e, début 20e. Il a été reconnu comme le Messie, chose qui lui a moins plu, on va dire, dans sa vingtaine. Et lui, en fait, est parti aux États-Unis pour professer un enseignement qui, à la base, aurait dû être védantique, c'est-à-dire proche, en fait, des sagesses et spiritualités indiennes, mais qui, en vérité, si vous voulez, se rapproche beaucoup plus d'une philosophie bouddhiste, en fait, de l'existence. C'est-à-dire que Krishnamurti est inimitable dans sa manière d'être, c'est-à-dire qu'il ne se rattache pas, si vous voulez, à un corpus doctrinal, il se rattache, si vous voulez, en fait, à une exigence propre, une exigence d'être au monde, une exigence d'incarnation. Donc, quand il dit il n'y a pas de valeur morale, ça veut dire qu'en vérité, lui, il se place par-delà bien et mal, comme Nietzsche, c'est-à-dire qu'il se met, si vous voulez, dans une posture où il ne veut pas qu'il y ait, si vous voulez, un bien ou mal. Il dit, on est en fait dans quelque chose qui est superficiel. Alors j'ai envie de dire, nous on le comprend bien dans nos vies, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand on a un chien, elle fait des trous dans le jardin pour enterrer l'os. Donc ce qui signifie forcément que, j'allais dire, il y a une part négative, dans toute expérience positive. C'est beaucoup plus difficile dans le cas de meurtres qui sont perpétués ou de choses abominables effectivement qui se passent, puisque là on se dit, non mais là on a raison, ce n'est que du mal, il n'y a pas de bien qui peut en sortir. Krishnamurti, pour le coup, est radical et lui se place en disant que de toute façon, de tout mal peut être engendré un bien. Alors ce qu'on peut dire là encore à notre échelle humaine, c'est que le mal est évidemment non justifiable, mais que souvent des gens qui ont été extraordinairement éprouvés vont être aussi ceux qui vont être les plus actifs en fait à faire la différence pour d'autres, un petit peu comme si dans leur souffrance en fait ils puisaient des ressources pour être absolument incroyables, ou que dans l'entourage de ces gens il y ait tout à coup un mouvement, vous voyez, pour faire une différence. Il reste que Krishnamurti ne se situe pas à un niveau humain, ni à un niveau d'expérience humaine, mais il se situe à un niveau d'expérience, si vous voulez, complètement détaché, c'est-à-dire dans quelque chose, si vous voulez, dans une posture qui est presque non humaine. Donc, j'aime beaucoup la suite, donc je vais vous la lire juste pour le plaisir. Le temple était plus ancien que ses dieux. Ça, c'est très beau parce qu'en fait, si vous voulez, ça veut dire que nous, on invente des dieux en tant qu'humains, mais que le temple demeure, c'est-à-dire la maison divine, c'est-à-dire le côté complètement sacré de l'ordre du monde, demeure. Le temple était plus ancien que ces dieux. Ceux-ci demeuraient prisonniers dans le temple, mais le temple lui-même les dépassait de loin en antiquité. Il avait des murs épais et dans les couloirs des piliers portant des sculptures de chevaux, de dieux et d'anges. Ces sculptures avaient une certaine qualité de beauté et l'on se demandait tout en marchant ce qui arriverait si elle et le dieu situé dans les profondeurs de ce temple se mettaient à vivre. On disait que ce temple, et en particulier son sanctuaire le plus reculé, remontait très loin dans le temps, au-delà de l'imagination. Alors on pourrait continuer comme ça. Alors, juste pour vous faire sentir une chose qui est essentielle dans le style en fait de Krishnamurti, c'est-à-dire que Krishnamurti là-dessus c'est un vrai Indien, c'est-à-dire que c'est un conteur.
il installe en fait notre vie humaine, il l'installe d'une certaine manière dans l'immémorialité du conte, c'est-à-dire dans le fait que pour être véritablement humain, en fait, on doit raconter des histoires. Je ne sais pas en fait si vous savez que l'histoire indienne ne connaît pas d'historiographe classique, c'est-à-dire que ce n'est pas, si vous voulez, un corpus comme on a nous en Occident. En fait, c'est une histoire qui est faite de mythes, de légendes et de reconstitution a posteriori, un petit peu comme si vous voulez, l'origine mythique de l'histoire se confondait avec la réalité et qu'on était un petit peu comme chez les Grecs, encore que l'histoire grecque elle soit plus codifiée, on est vraiment, si vous voulez, dans quelque chose qui ne sépare pas le mythe en fait de voilà, l'édification complète d'un certain nombre d'idées. Donc à quoi sert, si vous voulez, cette espèce de capacité à raconter des histoires, à comprendre en fait que nous sommes les conteurs, nous en tant qu'humains, nous sommes les conteurs de nos vies, mais nous ne sommes pas, si vous voulez, les auteurs. Nous ne sommes en fait, pour appréhender des choses qui sont difficiles, vous voyez, pour arriver d'une certaine manière à apprivoiser des choses qui nous font peur, nous racontons des histoires. C'est notre puissance symbolique, c'est vraiment celle de raconter des histoires. Un autre passage. La pensée elle-même est fluctuante, elle est changeante. Donc tout ce qu'elle invente comme étant permanent est comme elle non permanent. Elle peut s'accrocher à un souvenir tout au long d'une vie, dire que cette mémoire est permanente et vouloir ensuite savoir si elle se prolongera après la mort. La pensée qui a créé cette chose lui a donné une continuité, l'a nourrie jour après jour et s'est accrochée à elle. C'est la plus grande des illusions car la pensée vit dans le déroulement du temps et de ce qu'elle a vécu hier, elle s'en souvient à travers aujourd'hui et demain. C'est de là que naît le temps. Donc là, on est sur un passage essentiel en fait de Krishnamurti qui explique que la seule continuité sur Terre, voilà, en dehors, on va dire, du cycle des saisons qui en vérité est très changeant, en fait, c'est la pérennité faite par notre pensée, c'est-à-dire que nous construisons des personnages, nous construisons des expériences qui sont cohérentes, qui ont une logique en soi, tout simplement parce que nous nous racontons une histoire à partir de nos expériences et qu'on y tient mordicus. Donc, lui, évidemment, dans la logique de méditation, il met à bas cette chose, puisque la méditation, c'est le fait de regarder ses pensées passer, non pas d'éteindre les pensées, mais de les regarder passer sans se sentir concerné. Moi, comme je dis toujours, entrez, je vous en prie, sortez, je vous en prie. Donc, d'une certaine façon, si vous voulez, la pensée ne fait que passer, justement, donc on ne va quand même pas s'y arrêter. La pensée, c'est comme des nuages dans le ciel. Donc, il faut comprendre que, en fait, toutes les idées qu'on a, toutes les options qu'on a, toutes les évaluations qu'on a, toutes les idées définitives, toutes les certitudes qu'on a sur nous-mêmes, tout cela est changeant et infiniment fluctuant. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, à chaque fois qu'on a un jugement à poser de manière définitive sur soi, sur ce qu'on veut, sur vers quoi on va, etc., en fait, ça va être mis à bas. Donc, l'intelligence, si vous voulez, c'est d'arriver à se dire, ok, je suis un point de vue, ce point de vue va être différent un petit peu plus tard, mais en fait ce qui m'amuse c'est justement toute la différence des points de vue, toutes les choses qui peuvent se passer au fur et à mesure de l'existence. C'est-à-dire que en fait l'univers, la vie, nous appelle à être très joueurs en fait avec toutes les facettes de notre vie, avec tout ce qui peut arriver. Choisissez donc en fait l'histoire que vous voulez écrire. Je continue, début du chapitre 5. Les silences sont de nature différente. Il y a le silence entre deux bruits, le silence entre deux notes et le silence qui s'élargit dans l'intervalle entre deux pensées. Il y a ce silence particulier, tranquille, pénétrant, qui vient par certains soirs dans la campagne. Il y a le silence à travers lequel on entend l'aboiement d'un chien au loin ou le sifflet d'un train alors qu'il gravit une pente raide. Le silence dans une maison où tout le monde est allé dormir et sa curieuse amplification lorsqu'on se réveille au milieu de la nuit et qu'on écoute un hibou qui ulule dans la vallée. Et il y a le silence avant que ne réponde sa compagne. Il y a le silence d'une vieille maison désertée et le silence d'une montagne, le silence entre deux êtres humains lorsqu'ils ont vu la même chose, senti la même façon et agi. Alors, on a envie d'apprendre par cœur, tellement c'est beau en fait. Et pourquoi c'est beau ? Parce que quelque part, je pense que ça nous rappelle en fait une patrie intérieure. Un petit peu comme si en fait on savait que dans l'intervalle entre les choses, dans l'intervalle entre deux pensées, que en fait tous les moments où d'une certaine façon on retient son souffle parce qu'on ne sait pas encore comment agir. Vous voyez quand on est devant des étoiles ou dans le calme de la nuit ou au moment, vous voyez, où un enfant s'endort, en fait on est confronté à quelque chose qui est un petit peu comme sacré.
voyez, tout à coup, en fait, on reste sans voix, on n'a pas envie de faire du commentaire, on a envie de laisser déployer complètement quelque chose. Et Krishnamurti nous dit qu'en vérité, tous ces moments de silence, tous ces moments en fait d'échappée, sont les moments par lesquels, d'une certaine manière, la véritable méditation peut surgir. C'est-à-dire la méditation, c'est ce qui nous permettra d'être dans l'état sans témoin, c'est-à-dire la chose qui nous permettra en fait de nous désadhérer par rapport, si vous voulez, à nos jugements, pour réadhérer par rapport à ce qui est. Parce que le gros problème en fait qu'on a, c'est qu'on est très adhérent à notre mental et pas du tout adhérent à ce qui est en train de se passer. Et de ce fait, en fait, on est complètement déçu tout le temps. Donc l'intérêt de la révolution du silence de Krishnamurti, c'est justement que ça vous met sur une autre piste. C'est-à-dire que ça vous met sur une autre piste d'existence qui fait que vous avez envie de désadhérer de votre mental et vous avez envie de réadhérer à la vie. Et c'est aussi pour ça qu'il décrit des passages incroyables. Vous voyez, il décrit des choses qu'on aurait envie de voir. On a envie de le voir, ce vieux temple, avec tous ces dieux sculptés dans la pierre et cette brume du soir, cette brise tiède. On a envie d'y être, en fait. Et j'allais dire, c'est l'intérêt aussi de la littérature, c'est qu'il y a quelque chose qui est profondément évocatoire et qui nous permet, en fait, de quelque part nous projeter mentalement dans un autre temps qu'on est obligé aussi de créer nous-mêmes, par notre imagination, au lieu de le recevoir par un écran ou par une image, on est obligé en fait de produire nous-mêmes l'image. Évidemment, c'est ça qui fait toute la différence, puisque comme on est actif dans le fait de produire une image, eh bien en fait on se retrouve nous-mêmes emportés par notre processus imaginatif. La pensée est-elle une réaction de la mémoire, et cette mémoire est-elle permanente? Elle peut construire une image en lui donnant une continuité, une pérennité, l'appelant Atman ou autrement, et elle peut se souvenir du visage du mari ou de la femme qu'on aime et s'y accrocher. Tout cela est une activité de la pensée qui engendre la peur, et la peur incite à la recherche du durable. Alors ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, si vous voulez, Krishnamurti colle ensemble la mémoire et la peur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la continuité de notre propre jeu d'image et de pensée à l'intérieur de nous est ce qui est censé nous protéger de nos peurs. Un petit peu comme si on avait construit quelque chose, si vous voulez, dans notre vie, et que nous devons, d'une certaine façon, si vous voulez, édifier quelque chose de tellement solide que ça nous permette, en fait, de nous protéger contre le temps, contre les événements, contre tout ce qui peut advenir. Évidemment, ça ne peut pas se produire. Donc en fait, on cherche une continuité dans les autres, on cherche une continuité dans les événements, on cherche une continuité dans notre identité à travers la pensée, notamment à travers la mémoire, pour arriver d'une certaine manière à une construction, on va dire, cohérente, c'est-à-dire qui nous semble cohérente par rapport à ce qui est. Alors, le principe, si vous voulez, des 3 planètes transsaturniennes qui changent complètement la donne par rapport à notre existence, c'est que les 3 planètes transsaturniennes, si vous voulez, vont agir sur la non-continuité. Donc elles sont là, en fait, pour nous mettre dans un état de méditation, c'est-à-dire nous sortir de nos habitudes pour nous mettre complètement sur autre chose. Début du chapitre 4. La méditation est le déploiement du neuf. Le neuf est au-delà et au-dessus du passé répétitif. Et la méditation met une fin à cette répétition. Ça, c'est une chose très importante, c'est-à-dire que tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la spiritualité vous diront que la même chose en fait que les astrologues, c'est qu'en fait on prend le passé, on l'invite dans notre présent et en fait on se dit que c'est le cadre de conditionnement de l'avenir. C'est-à-dire que nous sommes incapables en tant qu'être humain de penser l'avenir complètement séparément du passé. On a la sensation, si vous voulez, qu'il va y avoir une répétition. On a tellement cette sensation que cette sensation devient un conditionnement et que de fait nous répétons dans l'avenir le passé. Et c'est pour ça qu'en fait, la vie est un peu répétitive. Et puis surtout qu'on a l'impression, si vous voulez, que les choses sont infiniment les mêmes et infiniment pesantes, sauf qu'on se retourne du mauvais côté, on se retourne du côté de la mémoire pour essayer en fait d'alléger cette mémoire, mais plus en fait on se retourne vers la mémoire, plus on nourrit la mémoire et plus en fait on renforce le conditionnement par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Décider de n'être plus personne. Il faudrait décider en fait que demain, c'est la journée qui mène notre journée, non pas nous qui la menons. D'une certaine manière, il faudrait décider, si vous voulez, d'accepter de se laisser guider par l'univers au lieu, nous-mêmes, d'être la personne qui guide.
Donc la méditation est le déploiement du neuf. Le neuf est au-delà et au-dessus du passé répétitif et la méditation met une fin à cette répétition. La manière en fait de devenir un humain neuf, c'est quand vous n'avez plus de temps, quand vous êtes assailli de choses à faire, quand vous avez trop de choses à faire, asseyez-vous. Asseyez-vous et méditez. C'est-à-dire, essayez en fait de laisser passer les pensées qui passent en vous disant « Ok, c'est une option. En voilà une autre, en voilà encore une autre. Pourquoi est-ce que je vais adhérer à l'option 1 plutôt qu'à la 2, plutôt qu'à la 3 ?» Si simplement en fait vous avez une capacité d'avoir plusieurs points de vue sur la même chose, déjà vous êtes sorti. Et l'astrologie, si vous voulez, c'est vraiment ce chemin d'une certaine manière pour désadhérer par rapport à votre mental, pour vous réadhérer par rapport à la réalité des choses. Le 9 n'est pas le champ de la pensée et la méditation est le silence de la pensée, c'est-à-dire le silence de l'ego, c'est-à-dire le moment où vous cessez d'avoir des évaluations ou des préférences. La méditation n'est pas un accomplissement, ce n'est pas non plus la capture d'une vision ou l'ardeur d'une sensation. C'est comme un fleuve qu'on ne peut apprivoiser rapide et débordant de ses rives. C'est la musique qui n'a pas de son. On ne peut pas la domestiquer et s'en servir. C'est le silence en lequel l'observateur n'est plus là dès le début. Alors, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que Krishnamurti essaye désespérément, si j'ose dire, c'est émouvant d'ailleurs de le voir, j'allais dire, se débattre tellement à essayer d'écrire quelque chose qui justement n'est pas descriptible. C'est-à-dire que l'état, si vous voulez, qu'on acquiert par de la méditation, le calme, en fait, ce qui ressort, je pense, le plus, c'est le calme et la joie, c'est-à-dire le sentiment en fait que tout est juste et que tout est à sa place. Il va arriver des choses, mais en fait ces choses qui arrivent ne sont que des choses qui arrivent. Ce ne sont pas des choses, si vous voulez, qui fondamentalement vont mettre à bas l'organisation de notre mental, de notre pensée, de notre structuration. Ce sont des choses qui arrivent et qu'on doit intégrer, qu'on a plus ou moins envie d'intégrer, mais qu'on doit intégrer tout simplement. Et d'une certaine manière, l'état méditatif, c'est l'état qui ne brasse pas de préférence dans sa tête, c'est-à-dire qui n'a pas d'option particulière, j'allais dire, dans les choses, et qui sait en fait adhérer à ce que lui propose l'instant présent. Donc je finirai sur ce passage. Méditer, c'est se vider du connu, le connu est le passé. Donc ça c'est simple, hein, pas de mémoire, pas de passé. Il ne s'agit pas de l'éliminer après l'avoir accumulé, mais plutôt de ne pas l'accumuler du tout. Donc en fait, souvent, on s'accroche à nos expériences, à nos souvenirs, à notre manière d'être, à notre histoire, à notre historique, pour être nous-mêmes. Krishnamurti dit qu'il faut faire l'inverse. Ce qui fut ne peut être éliminé que dans le présent, et cela non par la pensée, mais par l'action de ce qui est. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est que, et Eckhart Tolle le dit aussi, j'allais dire plus gentiment, mais très bien aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui va dissoudre le passé, c'est l'amour du présent. Alors par amour, alors on peut entendre joie, on peut entendre gratitude, on peut entendre enthousiasme. Dans le bouddhisme, on entend moins ça, c'est plutôt dans l'hindouisme, en fait, où on aime passionnément le présent. Hein. Dans le bouddhisme, en fait, on va entendre quoi ? On va entendre le côté, d'une certaine manière, de la renaissance permanente. C'est-à-dire que la continuité, qui crée la continuité, c'est le passé. Ce n'est pas, si vous voulez, le mental. C'est le passé, en fait, j'allais dire, qui crée la continuité, et le mental qui raconte une histoire par-dessus. La seule chose, en fait, qui est réel, c'est d'une certaine manière ce qui surgit, et ce qui surgit ne vous raconte pas d'histoire, c'est nous en fait qui racontons une histoire. Le passé est un mouvement de conclusion en conclusion auquel s'ajoute le jugement de ce qui est prononcé par la dernière conclusion. Donc j'aime beaucoup en fait l'humour de Krishnamurti, puisqu'en fait d'une certaine manière il passe sa vie, si vous voulez, à dire on pourrait changer de point de vue, et d'ailleurs on change de point de vue à chaque instant, à chaque événement. Donc tout jugement est un règlement, et c'est cette évaluation qui empêche les esprits de se débarrasser du connu. Donc là en fait il commence à en avoir marre. Alors ce qu'on voit beaucoup dans ses bouquins antérieurs, parce qu'en fait j'allais dire il est devant des gens qui comprennent, qui l'écoutent religieusement, mais qui ensuite lui disent on doit changer de travail. Donc là, ils se disent, ils n'ont rien compris. Donc en fait, ils s'énervent un peu. Voilà, on imagine, j'allais dire comme beaucoup de maîtres spirituels, puisque d'une certaine façon, si vous voulez, la question, c'est que lui, il est dans le mouvement de nous dire, peu importe ce qui arrive, en fait, commencez par vous détacher de ce qui arrive et accepter tout ce qui arrive, et vous verrez bien ce qui arrive. En fait, les choses seront en place selon ce que vous avez besoin de vivre. Et nous, on dit, oui, je comprends, merci beaucoup de cette intervention, j'ai tout compris, mais en fait, comment je fais pour qu'il arrive ce que je veux qu'il arrive ?
En fait, il dit l'inverse. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de ses livres, en fait, on sent qu'il s'énerve. Et vous voyez, par exemple, il a écrit « Se libérer du connu » ou des choses comme ça, parce qu'il se dit « Mais en fait, ils sont bouchés, ils n'ont rien compris ». En fait, le problème de Jiddu Krishnamurti, et c'est pour ça que, même si évidemment, je respecte infiniment sa pensée et sa façon d'être, c'est qu'à un certain moment, en fait, on sent qu'il a un peu manqué de patience, puisque, si vous voulez, on est comme sur d'autres rives. Vous voyez, on est comme sur deux rives, c'est-à-dire la rive de en fait, pour aller bien, j'ai besoin que telle chose se passe, et la rive de non, pour aller bien, en fait, tu as besoin d'arrêter d'attendre que quelque chose se passe qui te conforte dans ce que tu attends. Et ça, en fait, quand on a trop envie de quelque chose, on n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre que la paix ou la joie qu'on peut ressentir est plus importante d'une certaine façon que le fait d'avoir ou de ne pas avoir un événement. De toute façon, les événements, ils se retournent sans cesse et de toute façon, il faut les gérer. Mais ceci dit, si vous voulez, personne ne doit prendre votre paix, personne ne doit prendre votre joie. Et aussi, je dirais, l'envie de s'émerveiller les choses, l'envie en fait de découvrir, l'envie de faire, sachant qu'on a tout le temps énormément d'opportunités et qu'on passe notre temps à dire celle-là je veux pas, ça me plaît, ça me plaît pas. En gros, je veux bien l'amitié de quelqu'un, mais l'amitié d'un tel m'encombre, ça je veux bien ça je veux pas ça, là je veux bien aller là, mais j'ai pas envie de ça. Et en fait, ça marche pas. On est obligé d'une certaine façon d'être adhérent à ce qui est, d'arrêter de porter des évaluations pour se libérer de ce qu'on voudrait conserver, c'est-à-dire la mémoire, la personnalité et toutes les tendances de désir et de peur de notre ego. Donc la méditation, la révolution du silence qui peut vous aider aussi à mieux vivre, tout simplement, c'est d'accepter en fait de faire un pas avant, si vous voulez les choses, sachant que là, l'univers, avec Uranus qui rentre en Gémeaux, avec Neptune qui est rentré en Bélier et Pluton qui est en Verseau, en fait, ça vous appelle à changer radicalement, à libérer, larguer les énergies Poisson, Capricorne et Taureau, larguer le passé, larguer l'édification du moi, larguer les émotions dont on n'a plus besoin pour rentrer en fait dans le fait de vivre simplement comme un tourbillon ou comme une valse, toute la vie qui s'offre. You take the long road, I take the steep. Different burdens, same lack of sleep. You raise your hands, I grit my teeth. But we both believe in something underneath. We're building bridges out of pain, trading silence for a name. Different hearts with a common beat, marching tight but on our